Bienvenue sur le grand rendez-vous. Bonsoir à chacun et à tous. On fait une fois encore le pas dans l'univers de l'actualité axée sur le développement. C'est ça le grand rendez-vous sur BB24 et ça se fera ce soir avec trois invités de profil tels que un spécialiste en qualité, on aura également un spécialiste en communication et bien sûr un épidémiologiste. On va le retrouver juste derrière la météo que voici. Alors, on salue donc Bembereke à travers la météo que vous venez donc de suivre. La série Normes ISO continue sur Autant Savoir sur ce grand rendez-vous. Pour ce deuxième numéro, on va focaliser tout simplement notre attention sur les avantages que tirent les entreprises de la certification ISO. Nous parlerons gouvernance et aujourd'hui de la participation de la jeunesse qui aujourd'hui est à l'école de la démocratie depuis hier à l'université d'Abomey-Calavi. Les ateliers de la démocratie s'invitent sur ce grand rendez-vous et on en parle avec l'expert. Il sera également question sur ce grand rendez-vous des contrôles, comment contrôler en fait sa tension artérielle. C'est une maladie qui aujourd'hui est de plus en plus constatée, bien sûr, au niveau des patients dans les hôpitaux. Comment est-ce qu'il faut donc faire donc, son contrôle de façon régulière? On aura le temps d'aborder tout ça sur nature et bien-être. Mais avant nature et bien-être, il faut déjà rappeler que le grand rendez-vous, c'est également l'actualité et Estelle Pazou est là pour les titres déjà. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Assioum. Avec vous, dans un instant, on parlera bien sûr de l'actualité du développement à 19h45, mais avant le menu principal. Alors, le rôle de la jeunesse dans la démocratie est primordial. Mais avant, cette frange de la population doit d'abord cerner et maîtriser l'enjeu de cette forme de gouvernance. La marche pour débarrasser certains quartiers de Cotonou des déchets plastiques, c'est l'option de Eco-Running, une initiative d'un groupe éco-citoyen. Et puis, 3 nouveaux ouvrages dans la littérature béninoise. Ils sont à l'actif de Carmen Toudonou, journaliste et écrivaine. Le lancement a eu lieu samedi dernier. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Rendez-vous, sinon, grand rendez-vous donc à 19h45. On ouvre les plateaux de cette édition et on commence par Autant Savoir. Autant Savoir sur la norme ISO. Étape 2, nous parlons avantages que tirent bien sûr les entreprises après donc leur certification ISO.
une manière, bien évidemment, de motiver les entreprises à donc aller vers cette certification pour qu'il y ait plus de qualité en matière de services et de produits que nous offrons bien sûr au public. Et pour cela, nous allons recevoir dans un instant un spécialiste qualité. Il est d'ailleurs même responsable d'une grande entreprise certifiée ISO au Bénin. Avant lui, on suit d'abord ce reportage signé Patrick Ayabodjou qui nous présente la norme ISO, ce que c'est. La certification ISO, c'est à donner une garantie que les dispositions sont prises à l'interne, au sein d'un organisme, pour donner satisfaction aux clients, aux partenaires ou aux usagers. La certification ISO, un référentiel qui met en priorité au sein des entreprises l'efficacité dans les prestations et la satisfaction des exigences des clients. C'est un instrument de management de qualité délivré par un organisme certificateur à l'issue d'un contrôle de qualité. C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle. Ça doit émaner du top management de l'entreprise qui prend la décision d'aller à la certification, de certifier son système de management ou de certifier un produit de son entreprise. Donc, c'est un choix volontaire. Obtenir la certification ISO, c'est bâtir une entreprise solide et dynamique, centrée sur l'amélioration continue de la qualité à l'interne et auprès des investisseurs. Vous constatez finalement, quand le système est mis en place, qu'il y a beaucoup de gaspillage que vous faisiez, que la démarche qualité vient corriger. Donc, automatiquement, ça constitue le premier gain que fait l'entreprise, c'est-à-dire l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la crédibilité vis-à-vis des clients et même à l'international, l'augmentation de la notoriété de l'entreprise même. Tout cela est pris en compte et c'est ça le retour cash qu'obtient toute entreprise qui va à la certification ISO. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, s'est engagé depuis l'installation en décembre 2016 de l'actuel directeur général, Joël Rundolo, dans une nouvelle dynamique pour l'obtention de sa certification ISO. Nous avons observé qu'au niveau de l'ORTB, il y avait déjà certains cadres et responsables qui réfléchissaient à travers un comité à la mise en place d'un petit référentiel. Donc lui, quand il est arrivé, il a voulu faire quelque chose de durable, de permanent, qui soit inscrit dans une norme internationale. La norme ISO a une durée de validité de 3 ans. Toute entreprise peut l'obtenir pour mieux vendre le label d'un produit ou d'un service, peu importe le domaine d'activité. Ça a été le cas de l'assolement, par exemple. Non seulement notre cœur de métier, qui est la manutention, nous l'avons certifié, nous avons aussi certifié les activités secondaires, en l'occurrence la conciliation maritime et le transit. La certification ISO, une reconnaissance internationale devenue incontestablement une mine d'opportunités pour se distinguer des autres et s'imposer au-delà des frontières. On peut dire que c'est un partage d'expérience déjà sur ce terrain et sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs. Si vous êtes également patron d'entreprise, on va partager l'expérience d'une entreprise de la place avec vous, avec l'aide bien sûr de M. Sakabio Yeriman, qui est chef service qualité de la Soumémar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Bonsoir, Raniat Bello. Assem Gaba, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Alors, il est question aujourd'hui d'évoquer les avantages et les opportunités en fait, qui se présentent à ces entreprises-là qui se font certifier ISO. Justement, à Gaba, ça ne sert à rien d'aller vers un processus si on ne maîtrise pas réellement qu'est-ce qu'on a à y gagner. Et il faudrait aussi qu'on puisse s'intéresser au profil type de l'entreprise qui peut demander une certification ISO. Donc nous avons sur ce plateau Sakabio Yeriman, vous l'avez si bien dit, et il a des expériences à partager avec nous sur ce plateau, mais on rappelle qu'il est auditeur certifié ISO. Merci, d'être avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Alors déjà, j'aimerais une petite anecdote. Qu'est-ce qui vous a intéressé à vous particulièrement, à vous intéresser aux normes ISO? Oui, les normes, quand vous les prenez, elles sont des normes internationales. Et en tant que telles, elles permettent d'asseoir un système rigoureux, un système de management. Toutes les normes, c'est les normes de management. Mais la norme ISO 9001,
qui est depuis septembre 2015 à sa version 2015, elle a une norme d'organisation. Quand on parle d'organisation, tout chef d'entreprise veut une bonne organisation. Est-ce que les entreprises, justement, qui veulent la certification arrivent à répondre à toutes ces exigences-là? Bien sûr. C'est la condition sine qua non. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le certificat. C'est pas, comment on appelle, quand on parle d'exigence, c'est pas que on va vous l'exigez tout de suite. Un modèle. Oui. Vous fonctionnez, mais vous essayez de vous adapter en fonction des exigences. Le directeur va chercher à comprendre comment vous satisfaites telle exigence. Vous comprenez? Il y a quelque chose que vous avez dit à l'entame, c'est que lorsque une entreprise décide d'aller à la certification, il y a beaucoup à gagner. Il y a beaucoup à gagner en ce domaine. Qu'est-ce qui a gagné véritablement à aller vers la certification? La première, il faut distinguer, il y a deux niveaux. Au niveau interne et au niveau externe. Au niveau interne, c'est d'abord, il y a une meilleure organisation du travail. Parce que les normes vous obligent à identifier, à déterminer vos enjeux. Quand on parle d'enjeux, c'est l'ensemble de vos forces et vos faiblesses, les menaces et les opportunités. Beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça sans connaître quelles sont leurs forces et faiblesses, quelles sont les menaces dans leur secteur et les opportunités. Du coup, elles démarrent et 1 an, 2 ans après, elles ferment. Tant que vous ne connaissez pas quelles sont les menaces qui concernent votre secteur, vous allez rencontrer des difficultés rapidement. Or, la norme vous demande, vous devez les déterminer. Et quand vous les déterminez, vous devez asseoir des actions face à ces menaces. La norme dit qu'il faut asseoir les actions face aux risques et opportunités. Les risques, c'est les menaces, c'est tout cela. Mais les opportunités, quand elles se présentent, il faut les saisir. Vous faites une sorte de benchmarking, c'est ça? Oui, au-delà du benchmarking, c'est de la réalité. C'est de votre secteur qu'il s'agit. Les enjeux concernent le domaine économique, social, juridique, technique, parce que dans un domaine donné... Et en termes de relations humaines, est-ce que les normes ISO vont au niveau de la gestion des relations humaines de l'entreprise? Bien sûr. Pour ne pas... Quand vous prenez le chapitre 7 de SAG, les ressources humaines aujourd'hui, depuis la version 2015, la norme a pris à cœur les ressources humaines. Parce que... Donc, la norme évolue, elle est très... Bien sûr. Au fur et à mesure, elle se réadapte. On est passé de la version 2005 à la version 2008. De 2008, maintenant on a la version 2015. Et la version 2015, ça aborde pratiquement tous les départements. Il y a plus d'exigences. Du management. Oui, je vous ai dit que la norme ISO 9, la version 2015, c'est une norme d'organisation. Et en fait, elle a pris en compte les insuffisances que concernaient les anciennes versions pour intégrer un certain nombre de choses dont vous êtes en train d'évoquer, les compétences organisationnelles. Les compétences organisationnelles. Quand vous avez un travailleur qui va à la retraite et vous l'appelez, il y a des gens qui vont à la retraite et on continue de les faire appel. Pourquoi ça arrive? Parce que l'entreprise n'a pas mis un système de relais. Pas de relais, mais de capitalisation de ces experts avant qu'ils ne partent. Il faut les conseiller quelque part et que l'intéressé puisse partir sans qu'on ne le fasse pas appel. Si pas avec ces compétences-là, avec ces connaissances qui lui sont propres, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la démarche. D'accord. Alors, donc, en termes d'organisation, je dirais qu'au niveau interne, il y a une meilleure organisation, donc vous avez identifié vos menaces, vos forces, faiblesses. Et tout ça là. Oui. Mais après ça, il y a l'implication des travailleurs. Tous les travailleurs sont concernés par l'évolution de l'entreprise, par le succès. Ce n'est plus le patron qui vient dire c'est mon entreprise, non. C'est dorénavant, ils se sentent que c'est leur chose. Donc, il y a une implication, on sent une forte implication personnelle de tous les travailleurs. Donc, de chef d'entreprise jusqu'au planton, il est concerné par l'entreprise. Et je vous fais... Il y a une société qui fait de l'automobile, le PDG a pu connaître la vérité en interrogeant le travailleur. La forte implication du travailleur entraîne quoi? Naturellement une forte motivation. Tous les travailleurs sont motivés au succès de l'entreprise, à l'innovation, à un certain nombre de corrections. Donc, au niveau et tout ça, là, ça donne quoi? Un accroissement. Les performances sont accrues. Donc, l'entreprise commence par avoir de succès. Maintenant, lorsque nous allons au niveau externe, je vais être bref, quoi. Non, vous allez-y. Oui, allez-y. Voilà, vous pouvez aussi me poser des questions. Ne vous inquiétez pas. Au niveau externe, c'est quoi? C'est que, naturellement, lorsque vous avez le certificat, vous avez une reconnaissance internationale. Vous appartenez à un réseau. À un réseau. Le certificat, on vous donne un numéro. L'organisme qui vient vous certifie et vous donne un numéro. Ce numéro,
est vérifiable sur Internet. Donc, quand vous avez le certificat, personne ne fait de votre publicité. C'est à vous de dire, je suis certifié, voilà mon numéro. On va sur Internet, on le trouve. Si vous mentez ou pas, on le saura. Alors, donc, cette reconnaissance internationale vous donne accès à un réseau. Et à partir de cela, toute personne... Et ce réseau vous permet de faire quoi véritablement? Donc, justement, ce réseau, quand je vous donne un exemple. À la SOMAP, on a eu un contrat parce que les gens ont su que nous sommes certifiés. Mais ils se sont rendus compte que nous sommes à la phase de renouvellement. Ils ont attendu. Ils sont venus, ils ont commencé par faire leur pas. Et quand on a renouvelé, ils sont venus tout de suite et on a signé le contrat. Vous avez signé le contrat. Et ça dit que c'est une norme, c'est une certification une garantie qui constitue, de compétence. C'est pas un outil de marketing auprès des partenaires. Bien sûr. Parce que quand on parle de ISO, expliquons ISO, c'est International Standardization Organization. C'est une norme internationale. Et quand on dit international, c'est des exigences, c'est des références. Donc c'est un référentiel que vous mettez en place. Pour le certificat, c'est une preuve de témoignage, de reconnaissance que vous avez mis en place, vous appliquez les exigences d'une norme internationale. Donc cela vous confère déjà que vous êtes sérieux. Et autre exemple, lorsque nous avons été certifiés, lorsque la SOMAP a été certifiée, par exemple, en 2015, la BOA a réduit le taux de prêt auprès des personnels. D'accord. On va éviter de nommer, Ce qui assure, nous avons compris que les entreprises gagnent à aller vers la certification ISO. Mais déjà, moi, j'aimerais comprendre, est-ce que les petites et moyennes entreprises aussi peuvent demander à aller vers la certification ISO? Lorsque nous prenons la norme ISO 9001, c'est une norme, je vous ai dit, c'est une norme d'organisation. Quel type d'entreprise ne veut pas une organisation parfaite? Donc, ça concerne les pharmaciens, les médias, dont l'ORTB, les hôpitaux, toute organisation. Tout le monde peut demander une quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, toute entreprise. Seulement que pour certains secteurs, ils peuvent décider d'aller encore à d'autres référentiels. Lorsque nous prenons par exemple les gens qui sont dans l'agroalimentaire, ils leur conseillent de par exemple aller vers la norme ISO 22000. Oui. La norme ISO, c'est une norme de sécurité alimentaire. C'est plus adapté, c'est plus spécifique. Il y a des normes de sécurité. Lorsque nous prenons les normes ISO, la famille des normes ISO, c'est plus de 20 000 normes. Vous comprenez? Mais la plus populaire est l'ISO 9001. La norme, on appelle ça générique, c'est la norme ISO 9001 version 2015 aujourd'hui. Elle est une norme d'organisation. Dès que vous avez déjà mis ça en place, c'est que vous êtes crédible, vous êtes sérieux. On vous fait confiance. Et vous avez beaucoup. C'est cette confiance que vous vendez après et qui permet à l'entreprise de pouvoir davantage grandir. Tout à fait. Et je crois que ce que vous êtes en train de faire à travers cette émission, c'est que vous êtes en train de donner la chance. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Que nous sommes aujourd'hui dans un système englobant. Nous sommes dans l'international. Vous ne pouvez plus rester seul. Mais aujourd'hui, les pays africains, les entreprises africaines ont besoin de la certification ISO. Vous ne pouvez pas aller vers le marché international si vous n'avez pas de ces certificats. Vous êtes limité. Aujourd'hui, nous voulons exporter, comment on appelle, l'ananas, ainsi de suite. Le miel. Le miel. Mais quelle est la preuve que les autres vont consommer ça sans le risque de tomber malade? Donc, il faut ces certifications. Quand vous avez ces certifications, il y a des certifications spécifiques, bien sûr, dans ce domaine. Donc, ces certifications permettent aux entreprises africaines, de façon générale, d'exporter produits, d'être plus compétitives que les autres entreprises internationales. Merci Sakabio Yerima. On rappelle que vous êtes auditeur certifié. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau à Siom-Ngaba. On l'a donc compris, hein, les entreprises ont besoin d'être certifiées ISO. Ils ont beaucoup à y gagner, sincèrement. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, on va également aborder un autre intérêt, parlant toujours du développement de notre pays, c'est celui lié à la participation de la jeunesse à la gouvernance. Une jeunesse qui est aujourd'hui à l'école de la démocratie depuis hier. On parle bien sûr de la démo dans un instant. Alors, les jeunes béninois sont à l'école de la démocratie et c'est à travers les ateliers de la démocratie démarrés depuis hier. Nous parlons de cela et on se demande mais pourquoi est-ce qu'il faut amener les jeunes à l'école de la démocratie? On aborde la question avec Atman Bouba qui est le chargé de communication de Benin Yale Alumni Association. Bonsoir.
Bonsoir, Siam. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous faire part de tout ce qui se passe de l'autre côté de l'université d'Abomey-Calavi depuis hier, parlant bien sûr de la démo, les ateliers de la démocratie. Alors, quand on parle de démocratie et quand on parle également de la jeunesse, il y a quel intérêt vraiment à envoyer les jeunes à l'école de la démocratie? Alors, merci. Il faut d'abord retenir que la jeunesse est le socle de tout développement, du développement de toute nation. Et étant la relève, il faut nécessairement que les jeunes soient outillés pour prendre les rênes du pays au moment où ils auront déjà pour le développement de la nation. De la nation. Alors, c'est une manière donc de préparer l'avenir en envoyant bien sûr les jeunes à l'école de la démocratie. Les ateliers de la démocratie, pourquoi est-ce que le BIA a accepté, a décidé d'organiser de prendre une telle initiative? Il faut retenir que l'association des anciens boursiers du programme est une association de jeunes qui intervient sur les thématiques qui ont un rapport à la jeunesse. Et de nos jours, nous sommes à l'aide des TIC et déjà sur les réseaux sociaux, on voit comment est-ce que la jeunesse intervient, manifeste son engagement, son engouement à contribuer au développement de la nation en s'intéressant à la question politique. Mais beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas vraiment les fondements, les tenants de cette question-là. C'est pourquoi, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, ces ateliers ont été initiés pour outiller la jeunesse à aller en contact avec les différents piliers du pouvoir, par exemple, et maîtriser les fondements les grandes lignes du code électoral. Oui. Alors, vous êtes un des participants. C'est vrai que vous faites partie du bureau du BIA et vous êtes un des participants. Depuis hier, quels sont déjà les modules qui sont abordés dans ces ateliers de la démocratie et quelle est votre appréciation de tout ce qui se fait de l'autre côté? Alors, pour rectifier, je fais partie du comité d'organisation. Je suis le chargé à la communication pour ces ateliers. Oui. Donc, déjà, à partir d'hier, il y a eu un atelier par jour. Donc, nous avons 6 ateliers pour les 6 jours que durant les ateliers de la démocratie. Et l'atelier d'hier, c'était sur le fonctionnement du pouvoir exécutif. Pardon, sur le fonctionnement c'était sur la constitution du Bénin et l'intégration de la jeunesse l'intégration du citoyen avec la Cour constitutionnelle. L'intégration de la jeunesse avec la Cour constitutionnelle. Oui. Et on peut comprendre aujourd'hui que les relations entre les citoyens et la Cour constitutionnelle au Bénin sont vraiment permises. Est-ce que c'est une relation facile et conviviale, vraiment? En effet. C'est organisé? En effet. C'est une relation très facile qui nous est même il y a la Constitution qui nous concède le droit de saisir la Cour constitutionnelle dès qu'on découvre qu'il y a une irrégularité. Il y a par exemple le juriste Serge Agbodian, qui est le premier requérant de la Cour constitutionnelle, qui faisait partie des formateurs du premier atelier, par exemple, hier. Et j'espère qu'on aura le temps d'avoir quelques participants, bien sûr, à ces ateliers-là, pour qu'ils puissent nous dire exactement ce qu'ils ont pu découvrir quand quand on parle, bien sûr, de la démocratie béninoise, comment est-ce que ça fonctionne en réalité au Bénin. Alors, quels sont les objectifs précis de ces ateliers, les ateliers de la démocratie? Alors, le premier objectif, c'est d'abord d'outiller la jeunesse sur le fondement de la démocratie et comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec les différentes institutions. Aujourd'hui, par exemple, l'atelier qui est en cours, c'est comprendre le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. Demain, nous aurons parlé du fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement. Donc, si je comprends bien, c'est une manière d'aller à la découverte des institutions du Bénin. Exactement. Et donc, parmi ces institutions-là, on parlera, hier, c'était la Cour constitutionnelle. Oui. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir exécutif, le président de la République et son gouvernement. Demain, nous avons le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. Après demain, ça fait le jeudi, nous avons le pouvoir judiciaire. Le vendredi, nous avons le conseil municipal pour amener les jeunes à interagir avec les élus locaux. Et le samedi, nous avons la découverte du code électoral et l'implication des jeunes dans les élections. Dans les élections. Alors aujourd'hui, quand on parle de jeunes qui sont à l'école, bien sûr, de la démocratie, qui sont ces jeunes-là? Comment est-ce qu'ils ont été
sélectionné. On veut aller un peu plus pour savoir en réalité ce qui... Alors, il faut retenir que nous avons 1300 participants à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Et ces 1300 participants ont été sélectionnés sur des critères très, très précis. C'est-à-dire, on a regardé, on a vu les profils, leur implication déjà dans le développement. Ce sont des gens qui militent déjà au sein des associations béninoises et qui ont ce profil-là, en fait. Donc, ce sont des jeunes issus des associations de jeunes? Issus des associations de jeunes. OK. Nous avons l'OCJ, le scouting, par exemple, aussi. Et ils nous soutiennent aussi pour cette activité en encadrant l'événement sur le campus. Il y a aussi les organisations fêtières de l'université aussi qui sont là. Voilà. Donc, ce sont des jeunes qu'on a identifiés de toutes les associations de jeunes qui interviennent sur les questions de la jeunesse aussi du développement. Du développement. Alors, qu'est-ce qui va se passer juste après cela? Qu'est-ce qui va se passer après donc, ces ateliers, après cette séance de formation, de partage d'expérience? Alors déjà, avant de participer, tous ces 1300 jeunes se sont engagés. Ils ont pris un engagement. À la fin de la session, ils ont pour engagement de restituer ces acquis à 10 autres jeunes. Et après ça, chacun des participants en effet, aura à restituer à 10 autres jeunes de sa localité. 10 autres jeunes, hein, en effet, de sa localité. De sa localité. Okay. Et de participer au moins une session communale de sa localité avec ces 10 autres jeunes-là. En même temps, de saisir une fois la Cour constitutionnelle, de formuler une requête à l'endroit de la Cour constitutionnelle. Il va formuler juste une requête. Bon, en fait, quand on dit formuler une requête, il faudrait qu'il identifie d'abord une irrégularité, puisqu'ils ont déjà été outillés sur ça hier, d'identifier une irrégularité, de formuler sa requête à l'endroit de la Cour constitutionnelle. OK, pour qu'on puisse voir en réalité comment ça marche. Ça nous fait pratiquer ce qui est donc en train d'être enseigné actuellement. En effet. Et après ça, nous avons conçu une plateforme web et une application web, mobile également, Jeune Implique-toi. Alors, la plateforme est déjà disponible, c'est www.jeuneimplique-toi.com, que j'ai la chance de coordonner avec Elodie à Koto-Sodé. Donc, ces jeunes-là auront des assets, ils auront des comptes personnels sur cette plateforme-là et vont l'animer. En faisant ils sont comme ils vont faire du journalisme citoyen depuis leur localité. Les sessions communales et parlementaires auxquelles ils assisteront, ils feront le compte rendu, le rapport depuis cette plateforme-là. Et ça permettra, en fait, ça servira de vitrine à cette jeunesse-là. À cette jeunesse. Alors aujourd'hui, les ateliers de la démocratie au Bénin, vous l'avez dit, c'est le BYAA et l'ambassade des États-Unis qui organisent bien sûr cette formation à l'endroit bien sûr de la jeunesse béninoise. Est-ce que vous pensez que la démocratie béninoise, selon vous, donne beaucoup plus de faveur, permet vraiment à la jeunesse de participer à la gouvernance de notre pays? Alors, selon la Constitution, nous avons la possibilité de contribuer, mais quand on ignore ces droits, on ne peut pas s'y mettre. Donc, c'est le problème que les ateliers de la démocratie veulent résoudre, en montrant aux jeunes, en mettant les jeunes face aux dispositions de la Constitution qui nous permettent en fait de contribuer à la consolidation de la démocratie au Bénin. Voilà. Alors, vous pensez que ça va vraiment prendre comme ça, c'est vrai? Ça va prendre, nous avons la ferme conviction. Conviction. Déjà, avec l'engagement des participants à la session, ils manifestent déjà leur volonté à contribuer déjà. À contribuer déjà. Alors, ces jeunes-là sont venus de partout? Des 77 communes du Bénin. Du Bénin? Oui. Et comment vous arrivez à gérer cette semaine de séjour au Bénin, en train de suivre cette formation? C'est pas facile. Il y en a qui sont à Cotonou, c'est vrai, mais les autres qui sont venus de loin. Alors, ça fait partie aussi des critères de participation. La prise en charge n'est pas assurée, ni le déplacement, ni l'hébergement. Donc, ça veut dire que c'est des jeunes qui ont accepté eux-mêmes venir supporter leur hébergement, le manger et tout, et de participer à cela. En effet. Comme quoi, c'est d'un grand intérêt pour eux. Ils ont compris cela. Exactement. Pour 6 jours, par exemple, quitter Kandi pour Cotonou et trouver un hébergement à Cotonou, à Calavi et rester à Calavi pour 6 jours, trouver un hébergement. Et se prendre en charge côté restauration, c'est pas donné vraiment. Il faut vraiment avoir de l'engagement et de l'intérêt pour l'activité pour y être. Pour y être. Et ils y sont tous présents. Ils y sont tous présents. Merci beaucoup à vous, Atman Bouba. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de la démo
Oui. Des ateliers de la démocratie et membre du bureau du BYAA, Benin Yali Alumni Association. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, partager vraiment tout ce qui se passe déjà au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, du campus d'Abomey-Calavi, parlant bien sûr des ateliers de la démocratie, les ADEMO. Merci beaucoup à vous. Et bien des choses à tout le groupe. Vous avez certainement pour faire un quelque petit chose à rappel, dire. Oui. Tout le monde peut suivre l'actualité actuellement depuis le web et puis les réseaux sociaux. Il y a la plateforme, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, www.jeunesimplique-toi.com. Et sur nos différents comptes réseaux sociaux, Yali Benin sur Facebook et Benin Yali Alumni sur Twitter. Depuis le hashtag aussi également, #ADEMO 2018. Voilà, si je comprends bien, il y a des jeunes qui n'ont pas pu être sélectionnés et donc ces jeunes-là peuvent se rendre sur ces plateformes-là pour pouvoir suivre ce qui se passe également au niveau bien sûr du campus. En effet. Donc sur la toile, comme si on était aux ADEMO. Oui. Voilà. Sur Facebook, par exemple, il y a un live qui se fait, ça se passe encore actuellement. OK. Où ils sont en train de faire, à Kala, du côté de Kala, il y a une simulation du conseil des ministres qui se fait là-bas. Et il y a le live qui se fait présentement sur Facebook. Sur Facebook. Donc pour chaque atelier, il y a un live qui se fait et des relais aussi qui se font sur Twitter. Donc on peut suivre ça en direct sur Facebook et tout. C'est sur les réseaux sociaux, la page Facebook Benin Yali Alumni Association. Facebook et Twitter. Merci à vous, Atman Bouba. À très bientôt. On espère bien qu'avant la fin de la démo, on aura des participants qui viendront quand même donner leurs reviews ici, leurs avis, bien évidemment, sur ce plateau. On continue avec vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver avec Heureuse Danondé. Oui, c'est une participante, la démo aussi, hein? Oui, c'est vrai, elle aime ça, les histoires de gouvernance et tout le reste. Mais avec elle, on ne parlera pas de la démo, on parlera bien sûr de tension artérielle et surtout qu'il faut préciser qu'un contrôle régulier s'impose, bien sûr, quand on parle des maladies du cœur. C'est Nature et Bien-être. Nature et bien-être aujourd'hui, on revient sur la question, on l'avait annoncé la semaine dernière, comment on reviendra avec le Dr Achille Metaou, l'épidémiologiste des maladies tropicales, pour continuer à donner des conseils en matière de contrôle de tension artérielle. C'est une maladie du cœur et on y revient aujourd'hui. En attendant, on suit d'abord ce reportage signé Heureuse Danondé qui nous présente en fait les maladies du cœur. Regardez. Il y a de temps en temps que je fais des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes, mais également beaucoup d'autres maladies. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire peuvent se manifester par des palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, le travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU
montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Dès qu'il y a l'hypertrophie. En tout cas, l'essentiel, le plus important d'ailleurs, c'est d'éviter de tout faire et éviter que votre cœur ait des problèmes. Oui, c'est ça. Et pour le faire, nous allons suivre les conseils du Dr Achille Métaou, épidémiologiste des maladies tropicales. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Merci de nous être revenu. C'est un plaisir. Bien, je crois que nous sommes jeunes et nous ne pouvons qu'aider de la jeunesse. N'est-ce pas? Merci beaucoup à vous déjà pour cette vision et pour cet engagement. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Assum Gaba. Alors, on revient en plateau avec vous et sur cette question, cette maladie du cœur et l'hypertension artérielle, un contrôle régulier s'impose. Tout à fait. Le médecin va nous dire comment contrôler notre tension artérielle aujourd'hui, mais il faut quand même rappeler qu'on a commencé par aborder le sujet, vous l'aviez dit. Alors, docteur, dites-nous déjà un petit rappel. Quand savoir que notre cœur ou bien notre tension a monté? Bien, merci beaucoup. Je voudrais rappeler que nous avons défini la tension étant comme la pression sous laquelle le sang circule dans notre corps et que cette pression dépend de 3 facteurs. Nous avons les vaisseaux, et nous avons la masse circulante et nous avons la pompe cardiaque qui est le cœur. Et donc, forcément, on a des problèmes de tension lorsque l'un de ces 3 paramètres est touché ou bien l'un de ces facteurs est touché. Et vous avez, dans le reportage, touché ceux qui sont habilités à nous donner beaucoup plus par rapport aux maladies du cœur. Et c'est eux qui définissent cette tension de cette manière. Et par rapport aux chiffres, par rapport aux valeurs, c'est encore les cardiologues. Par consensus au niveau des différents forums, on sont arrivés à arrêter que lorsque vous avez une tension, comme je vous l'ai dit, il y a eu ce qu'on appelle la contraction systolique qui va déterminer la tension maximale, la contraction des oreillettes qui va déterminer la tension minimale. Donc on a 2 chiffres. Lorsque vous avez 140 mm de mercure sur 90, vous êtes vraiment à la limite. Parce que vous savez, c'est compliqué. Lorsque vous n'appliquez pas le millimètre de mercure, vous êtes obligé de donner les 3 chiffres. Mais si vous appliquez le centimètre de mercure, vous donnez 2 chiffres. Donc, c'est une question de, comment je sais pas, système métrique ou bien quoi. Ce qui est sûr, quand on prend notre tensiomètre. Justement, lorsque vous entendez 14,9, donc vous êtes à la limite. On va vous poser la question si vous êtes hypertendu. À partir de ce moment, la raison, ça peut être non, ça peut être... C'est pourquoi je l'avais abordé qu'il est important de comprendre si on vient dans un centre de santé où on se rapproche de quelqu'un pour dire « je veux contrôler ma tension » et on dit « attends 10 à 15 minutes que les populations comprennent ». Parce que lorsque vous avez fait un effort physique et que vous venez prendre votre tension, tout de suite, vous pouvez avoir un chiffre qui est élevé. Alors, lorsque la tension est en hausse, là, les chiffres... Le tensiomètre affiche 14,9. Oui, lorsque déjà le tensiomètre affiche... Oui, parce que c'est la limite. Au-delà de ça, vous êtes hypertendu. Vous êtes hypertendu. Maintenant, à partir de ce moment, les cardiologues arrivent à classer si vous êtes de type 1 ou de type 2. Je ne peux pas m'aventurer on va avoir un cardiologue ici pour en parler. Et donc, lorsque vous avez 160 à partir de 16,
c'est que ce n'est plus bien. On doit forcément dire qu'il faut vous mettre sous surveillance ou bien il faut vous mettre sous médicaments d'abord. Ça peut ne pas être un produit hypertendu parce que quand vous avez suivi le reportage tout à l'heure, le cardiologue a bien souligné les professions stressantes parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener. Vous savez, la tension est également héréditaire. Si vous êtes des parents qui sont hypertendus, forcément dans la lignée, il peut y avoir des hypertendus. Donc c'est très compliqué. On ne prend pas la tension une fois pour s'affoler. Je rassure encore les téléspectateurs et les auditeurs, lorsqu'on prend la tension une fois et que c'est élevé, on n'a pas besoin de vous mettre un produit antihypertenseur. Vous revenez. Rien que le repos, rien que échanger avec vous, communiquer avec vous, vous permettre de vous vider. Parce qu'il arrive, c'est qu'il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les individus, les gens n'arrivent plus à trouver vraiment l'interlocuteur. Même au sein d'une même famille, le mari et la femme n'arrivent pas à bien communiquer et chacun se sent lésé, mais il doit s'exprimer à qui? Forcément, ça peut faire augmenter la tension. Donc, il y a autant de facteurs. Ce n'est pas forcément, lorsqu'on prend la tension, c'est élevé, il faut courir pour mettre des médicaments. Non, il faut voir quel est le facteur qui peut amener à cette poussée. Et à partir de ce moment, on commence par communiquer. On donne des produits qui rabaissent le stress, ou bien on vous fait reposer, vous allez dormir, et surtout la musique qui joue un rôle important. Ah bon? Ah oui, on va revenir sur ça. La musicothérapie, c'est très important. Pour contrôler la tension? Ce n'est pas que pour la tension, parce que non, dans le cadre de l'hypertension. Si l'origine de votre tension est d'origine stressante, rien que vous allez commencer par écouter les paroles, rien que vous allez commencer par écouter de la mélodie et le son qui va vous emporter, que vous avez fait 10 minutes de sommeil, vous reposez, c'est fini, on reprend la tension. On peut écouter du hip-hop. Je voudrais, c'est tout type de chansons parce qu'il y a des musiques vraiment... Non, vous savez ce que je dis, ça dépend de la musique que vous aimez. Et c'est pourquoi on doit faire... Quel que soit le bruit de la musique. Ça dépend de la musique que vous aimez. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont artistes, tous ceux qui sont chanteurs doivent savoir qu'ils contribuent à la promotion de la santé. On ne doit pas chanter de n'importe quoi et on ne doit pas jouer de n'importe quoi. Il faut que ce que nous faisons puisse contribuer. Nous tous, nous sommes des agents de santé. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Vous l'avez dit, on dirait que vous avez vos regards planqués sur notre horloge, là, à côté. Ah oui, certainement, puisqu'il est l'heure du journal. On va revenir tout à l'heure sur toutes ces questions-là. Dans un instant, c'est Estelle Paxou qui nous attend déjà dans la rédaction de BB24. À vous l'antenne. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Démocratie et développement, deux thèmes qui reviennent souvent. Ils ont plusieurs points en commun, mais l'un ne peut entraîner l'autre sans l'implication de la jeunesse.
Brûler des calories par la marche et débarrasser par la même occasion l'environnement de ces déchets plastiques. C'est l'objectif de Eco Running. Les acteurs sont descendus dans quelques rues de Cotonou. Vous verrez le résultat. Et puis 3 en 1 pour Carmen Toudonou. La journaliste écrivaine a lancé samedi dernier 3 nouveaux ouvrages qui viennent enrichir la palette de la littérature béninoise. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais il apparaît aujourd'hui que cette forme de gouvernance ne pourrait conduire au développement sans l'action de la jeunesse. Selon Benito Koukourmoussi, cette jeunesse doit militer pour un rayonnement de la démocratie au Bénin. Je vous propose de l'écouter au micro de Élie Adiran. La démocratie d'abord, c'est un concept très mal connu de la jeunesse. Nous constatons aujourd'hui qu'au Bénin, la majorité des jeunes comme nous d'ailleurs adorent la chose politique, adorent parler de la chose politique. Mais lorsqu'on se plaît à les entendre, à les écouter, nous voyons qu'il y a quand même un léger déphasage entre ce qu'ils conçoivent de la démocratie et leur façon d'agir. Ceci dit, quand on parle de développement, il faudrait dire que le développement en démocratie doit forcément se baser sur cette jeunesse-là qui déjà représente la masse de la population. Donc il est quand même indispensable d'outiller la jeunesse, d'outiller cette puissance que détient notre pays pour pouvoir aller vers le socle, vers le développement que nous escomptons tant dans notre pays. Nous croyons quand même que la jeunesse a l'élan de se lancer dans la chose politique. Et nous, on saurait dit exactement ou avec précision pour le moment que voilà, la jeunesse est totalement outillée. Si la jeunesse était totalement outillée, peut-être Ademo n'existera pas. Et c'est parce que nous avons constaté un léger décalage que nous sommes dit alors là, il faudrait donc permettre à la jeunesse de pouvoir saisir le judiciaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, ou bien rentrer en relation avec l'Assemblée nationale. Le groupe Dangote, fondé par le milliardaire Aliko Dangote, a signé un accord de prêt de 650 millions de dollars avec la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Le prêt a été obtenu à des conditions généreuses avec une maturité de 7 ans et 5 ans de délai de grâce. Il vient contribuer à des besoins de financement de près de 10 milliards de dollars du projet de raffinerie que le groupe Dangote annonce pour être opérationnel à fin 2019. Du 27 au 29 septembre prochain aura lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, la première édition du Salon international du coton et du textile SICOT. Initié par le gouvernement burkinabé, ce salon vise à stimuler davantage la transformation du coton sur le continent africain. Le salon va réunir les professionnels de toute la chaîne de valeur autour des préoccupations et des opportunités de développement de la filière coton conventionnelle et biologique. Quand Eco-Running passe, les déchets plastiques ont du mal à résister. Les initiateurs sont en effet en campagne contre les ennemis numéro 1 de l'environnement. Ils ont sillonné quelques quartiers de Cotonou pour débarrasser la ville de ces matières plastiques. L'initiative émane des éco-citoyens. Reportage Wenceslas Aroimon, Christelle Tongodo. Mener une lutte contre la pollution plastique en faisant du sport. Eco-Running, un concept qui participe au désengagement des acteurs de Cotonou, jonchés par les déchets plastiques. Eco-Running, comme ça s'entend, éco, donc il y a de l'écologie derrière, et running, c'est courir. Donc nous voulons courir tout en ramassant les déchets plastiques sur nos artères. Je voudrais simplement que les Béninois comprennent le danger qu'est le sachet plastique. Et vivre sain, aussi vivre aussi dans un environnement sain. Donc c'est l'initiative en fait. Et c'est ça qui nous amène à faire ceci. En même temps, on fait du sport, on court, on marche, on ramasse les sachets plastiques dans nos villes. Alors, on ramasse juste les sachets qu'on trouve un peu, qui encombrent, voilà, qui sont plus légers, on les ramasse et histoire de débarrasser, comme je le dis, la ville des sachets plastiques. Plusieurs quartiers de la capitale économique ont reçu la visite de ces éco-citoyens. Environ 500 kg de déchets plastiques retirés, un acte de salubrité publique.
c'est bien de ramasser, mais c'est mieux si on ne salit pas nos villes. Et c'est pour ça que le message que nous voulons envoyer aux gens, c'est de se rendre compte que nous sommes responsables de la propreté de nos villes. L'objectif qu'après, nous allons les remettre à une ONG qui va leur donner une deuxième vie. Donc d'ici là, vous allez voir des seaux, des bassines avec ces sachets plastiques. Donc au moins, ça aurait servi à quelque chose. Dans un type de recyclage, voilà un peu, dans un processus de recyclage, pour toujours continuer à débarrasser complètement le pays des sachets plastiques. Éco-running, c'est 90 minutes de marathon pour un Cotonou sans déchets plastiques. Fonctionnaires et mères de sacerdoce qui ne doivent nullement se repousser ou s'opposer. Pour mener à bien ces deux tâches, certaines mères se voient obligées de confier leurs enfants à un parent, une amie ou encore une domestique. Un geste qui n'est pas souvent sans conséquences sur les enfants. Anthony Alaka, Yasmine Damata. En milieu fond, la femme est appelée Nyonuhwesi, ce qui signifie femme, épouse de la maison. Une manière de rappeler à la femme son rôle et sa place dans le ménage. Mais force est de constater que de plus en plus, des mères confient leurs enfants à des nourrices afin de vaquer à leurs occupations professionnelles. Ça fait deux rôles à jouer à la fois. Après le travail, on est épuisé, on est fatigué. Donc quand on rentre à la maison, en voulant faire beaucoup de choses à la fois, on n'arrive plus à suivre les enfants comme cela se doit. Moi, personnellement, chez moi, c'est un peu compliqué. D'où on a engagé un répétiteur pour suivre ses enfants avec nous. J'ai pu trouver la manière pour y arriver. Et je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec la collaboration de ma famille, je le fais avec la collaboration de mon conjoint. Et donc, pour moi, c'est facile. Et j'aime à dire que quand vous avez un travail qui vous prend assez de temps, la meilleure chose à faire, c'est de ne jamais être en conflit avec votre conjoint. La meilleure chose à faire, c'est de pouvoir l'impliquer dans votre vie, dans votre travail. Les femmes fonctionnaires consacrent plus de temps au travail salarié qu'à leurs enfants. Selon une étude réalisée par la socio-anthropologue Geneviève Dagbeyon-Savi sur les femmes fonctionnaires et l'éducation des enfants à Cotonou, environ 59% des mères fonctionnaires font recours aux domestiques pour garder leurs enfants lorsqu'elles sont au service. 23% par contre optent pour la garderie des enfants et enfin 12% des femmes confient leurs enfants aux grands-parents. Des options qui ne sont pas sans conséquences sur les enfants. Pour Yasmine Lee, elle dit un enfant qui vient au monde, il faut qu'il sente que ses parents l'aiment. Il faut qu'il se sente en sécurité. Il faut qu'il se sente protégé. Il faut qu'il se sente quoi? Un enfant, quelqu'un à qui on est en train de préparer un avenir. Mais vous, les parents, vous n'êtes pas là. Comment il peut se sentir aimé? Comment il peut se sentir protégé? Comment il peut se sentir quelqu'un à qui on prépare l'avenir? Voyez un peu, donc cet aspect lié aux parents existe comme conséquence. Il y a quelque chose fondamentalement qui va le manquer et l'enfant va se sentir délaissé, va se sentir non aimé. Il aura envie même de repartir. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que l'enfant que vous laissez doit appartenir à une culture fondamentalement. Et cette culture, c'est vous les parents qui pouvez la transmettre cela. Mais la domestique appartient-elle à votre culture? Connaît-elle vos réalités? Si elle ne connaît pas, vous risquez de créer une certaine acculturation au niveau de votre enfant. Concilier le travail et l'éducation des enfants n'est pas chose aisée, car travailler et éduquer sont en réalité deux fonctions très importantes qui doivent être bien menées pour le bénéfice de la famille. Pour les socio-anthropologues, il serait idéal aux parents de prendre en main l'éducation des enfants en ménageant leur programme en fonction de leur progéniture. 3 nouveaux ouvrages dans les rayons de la littérature béninoise, Le Vert, le Rouge et le Noir, Carmen Fifonsi Abouki et Le Lionceau et le Papillon. Il s'agit d'un essai, d'un recueil de nouvelles et d'un livre de jeunesse. Des chefs-d'œuvre de Carmen Toudonou, tous portés à la connaissance du public le week-end dernier. Bernol Djogbe, Herman Rodrigue Amégan. Le Vert, le Rouge et le Noir, un titre évocateur qui fait penser à un grand classique de la littérature française. Le Rouge et le Noir de Stendhal. J'ai bien aimé Le Rouge et le Noir. Et effectivement, le titre
du livre fait un peu référence, c'est en pensant au rouge et le noir que j'ai intitulé le livre Le vert, le rouge et le noir. Mais loin de l'aventure romanesque de l'écrivain français, c'est plutôt un essai que propose Carmen Toudonou. Elle promène sa plume dans l'univers de la Grande Muette pour élucider la sémiologie des grades dans l'armée de terre béninoise. Ils sont nombreux dans cette salle, les hommes en uniforme, et sur leurs épaules, ce petit rectangle brodé de barrettes et de signes. Il y a le vert, le rouge et le noir. Beaucoup de civils n'en savent pas grand-chose. C'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste. Et donc, j'ai eu à faire ce travail-là, mais je me suis rendu compte que, justement, mon livre répondait à un besoin. Et d'ailleurs, ce sont les forces armées, les responsables des forces armées qui ont sollicité la transformation de ma thèse en DEA en livre. Donc, il y avait réellement un besoin d'avoir un ouvrage qui fait un peu la typologie des grades dans les forces armées béninoises. Au-delà de la réflexion, Carmen Toudonou porte à l'attention du lectorat un ouvrage de fiction, Carmen Fifonci à Boki, un recueil de 12 nouvelles. A priori, cela pourrait faire penser à une autobiographie, mais il n'en est rien. CFA, comme il est intitulé en abrégé, peint à la manière d'un artiste la vision de l'écrivaine sur le monde, de quoi susciter des envolées poétiques chez le présentateur de l'ouvrage. Je vous recommande CFA, un recueil qui célèbre la vie, un recueil qui sait rester honnête, un recueil qui dépeint nos angoisses communes, un recueil qui présente notre monde tel qu'il est, dans ses attraits, dans ses craintes, dans ses frayeurs et dans ses horreurs, dans ses rêves et dans ses grèves. Je vous recommande CFA. Chacune des 12 nouvelles est un délice, un pur délice. CFA a été payé en CFA, tout comme le Lionceau et le Papillon, le dernier des 3 ouvrages qui s'adresse lui prioritairement aux enfants et adolescents. Je me suis dit également qu'il faudrait que nous donnions à lire à nos enfants des histoires qui leur ressemblent, des histoires de chez eux, écrites par des personnes de chez eux. 3 en 1. En une soirée donc, Carmen Toudonou a lancé 3 ouvrages qui rejoignent sa bibliographie. Du journalisme à l'écriture, le pas est vite franchi. Elle trempe désormais sa plume dans l'encrier pour nourrir l'âme des passionnés du livre et conforter sa place aux côtés des voix nouvelles de la littérature béninoise. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Allez, merci beaucoup à vous Estelle Pazou pour la présentation du journal. On va se retrouver demain sur Monde Agricole et bien évidemment sur le journal 19h45. Retour en plateau avec le docteur Achille Metaou, avec qui nous parlerons de tension artérielle depuis environ 30 minutes environ. Voilà, on revient en plateau avec vous, docteur. Il était question donc de revenir sur comment il faut prendre, à quel rythme il faut prendre sa tension artérielle. Alors donc je disais que en réalité, lorsque vous êtes hypertendu, le rythme est autre. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas hypertendu, vous voyez que ce n'est pas dans nos habitudes de se lever et de passer pour faire le contrôle de sa tension. Encore que le monde est développé, que dans la plupart des pharmacies, il y a le dispositif qui est en place où chacun pouvait aller se faire contrôler avec peut-être un montant que je ne dirai pas. Donc, et dans d'autres pays développés, c'est des dispositifs qui sont un peu partout dans les grandes villes où vous allez, tel qu'avec le système automatique, vous mettrez votre sou et vous contrôlez votre tension. Mais ici, ce n'est pas dans nos habitudes. Mais à travers ces types de communication, ces émissions, j'invite vraiment les populations à savoir que même si c'est par mois ou bien même tous les 6 mois ou bien même par an, il faut pouvoir aller se faire contrôler sa tension. Et aujourd'hui, encore qu'avec le reportage, vous avez vu, le médecin cardiologue a bien dit que les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur, la prévalence commence par être élevée et que avant c'était des maladies d'un certain âge, après 40, après 50 ans. Aujourd'hui, c'est les jeunes. Et lorsque vous contrôlez que c'est élevé, il faut pouvoir chercher à voir le médecin ou l'agent qui est là pour vous exprimer que voilà, je viens de contrôler ma tension, voilà ce qu'on a vu, et ça pourrait vraiment permettre de prendre les dispositions le plus tôt possible. Et comme je le dis, lorsqu'on va pour contrôler la tension, vous avez pédalé, vous avez conduit, donc vous êtes sous stress ou bien vous avez fait de l'effort physique, puisqu'il y a ce que nous appelons les variations physiologiques qui ne sont pas dues du tout à un problème de santé. Lorsqu'une femme est enceinte, donc sa tension peut varier. Donc tout
ça là, ça joue beaucoup. Et donc, lorsque vous contrôlez la tension et c'est élevé une fois, le médecin vraiment va pouvoir vous dire de vous contrôler. Il va vous donner le rythme de contrôle. Ça peut être tous les 3 jours. Et on marque ça dans un carnet ou sur une feuille. Mais le problème qui se pose normalement, c'est de contrôler avec le même appareil, le même tensiomètre, le même appareil, attention, et avec la même personne. Parce que c'est des écarts qui peuvent vraiment se produire si ce n'est pas la même personne, si ce n'est pas le même appareil, il peut y avoir de petits écarts et l'autre peut décider à tort. Aussi, lorsque vous avez des maux de tête de façon sporadique, écoutez, nous avons l'habitude de dire, je suis en train de faire un petit palu, et on traite palu, non. Lorsque vous ne dormez pas, vous vous couchez, que le sommeil ne vient pas, vous n'avez pas un problème, vous n'avez pas dormi, et que vous sentez des maux de tête, le geste, c'est d'aller faire contrôler sa tension. C'est très important. Ce n'est pas forcément que ce serait ça, mais ça permet d'éliminer, parce que le reporter, le cardiologue l'a bien dit, le redoutable des complications des maladies du cœur, c'est ce que nous appelons les accidents, l'hypertension artérielle qui va provoquer ce que nous appelons l'accident vasculaire cérébral. Donc, quand les vaisseaux seront rompus et que le sang va éclater, se retrouver au niveau du cerveau, et c'est invalidant, vous ne pouvez pas marcher. Et aujourd'hui, on en a tellement. Donc, il y a 2 types. Il y a l'accident vasculaire cérébral hémorragique qui est souvent mortel et l'accident vasculaire cérébral ischémique qui nécessite beaucoup de temps de rééducation avant qu'on le reprenne. Ce qui est sûr, il est conseillé de prendre ça aujourd'hui comme un réflexe. Oui, il est conseillé de prendre ça comme un réflexe. Et deuxième chose, il faut pouvoir marcher. Il faut éviter, vous voyez, à Cotonou, il faut marcher. Le sédentarisme pour pouvoir marcher, même si on veut aller au supermarché, il faut garer loin. Et marcher, c'est très important, c'est pour cela. Lorsqu'on travaille, il faut éviter des positions stagnantes. Et il faut pouvoir aérer le cerveau, comme je l'avais dit, à travers peut-être la musique, le bon son. Ce n'est pas musique à une haute intensité pour vous créer encore des problèmes, mais de la mélodie douce et savoir qu'en réalité, il faut pardonner. Il faut pardonner dans la vie pour éviter le stress, parce que lorsque vous voyez quelqu'un... D'accord, docteur. Merci beaucoup. Le quotidien, il faut contrôler son quotidien finalement. Bien sûr, il faut savoir manger. Il faut savoir manger aussi. Éviter les huiles et ne plus manger résistant le soir. Manger léger. Trop de matière grasse aussi. Matière grasse aussi, il faut éviter. Merci à vous, Heureuse. Merci, docteur. Vraiment, c'est vraiment riche. C'était vraiment riche. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Oui, on va continuer le grand rendez-vous. Vous attendiez bien sûr le grand rendez-vous de la toile. C'est ça, non? On y va. C'est l'actu web. Amis du web, bienvenue. Au moins 49 morts et plus d'une centaine de blessés, c'est le bilan provisoire des incendies qui ont ravagé ce lundi les alentours d'Athènes, a annoncé dans la nuit le gouvernement grec. La plupart des victimes ont été piégées dans les environs de la localité balnéaire de Mati, à 40 km au nord-est d'Athènes, à leur domicile ou dans leur voiture, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Actuellement, les rescapés sont logés dans des hôtels et des camps militaires. Au vu de la situation, la présidence de la République a annulé la réception annuelle prévue mardi pour commémorer le rétablissement de la démocratie en Grèce en juillet 1974. La Grèce a activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir de l'aide de ses partenaires. Autre information incroyable mais vraie, à Los Angeles, sur une photo visiblement symbolique, l'on constate la réconciliation des Bleus et des Diables. Pendant que certains fans continuent de célébrer leur victoire et d'autres digèrent leur échec, ces joueurs ont compris qu'ils devraient tous être heureux. En déplacement à Los Angeles pour assister à la soirée Massim Hot organisée par le magazine masculin américain Massim, Paul Pogba, Adil Rami, Steven Nzonzi et Samuel Umtiti ont fait le show sur le tapis rouge, trophée en main bien sûr. Adnan Januzaj et Marwan Fellaini, 2 diables rouges présents sur place, n'ont pas eu de dédain à s'ajouter aux Bleus pour une photo qui sans doute serait inoubliable. À en croire la complicité affichée par les 5 hommes sur la photo, Adil Rami était absent au moment où le cliché a été pris. Les frictions apparues après la demi-finale France-Belgique ont l'air d'avoir bel et bien disparu. Une dernière information, en plein effort, Fantou Woku, une athlète éthiopienne, a stoppé sa course à 200 mètres de la ligne d'arrivée. C'est très courant de voir un sportif couper son effort alors que la course n'est pas encore terminée. Pas parce qu'il
désiste, mais à force de tourner en rond autour de la piste, on rentre dans un certain automatisme et l'on pense parfois à tort qu'un tour ou un demi-tour est le dernier alors qu'il n'en est rien. C'est probablement ce qui est passé par la tête de cette coureuse de fond éthiopien qui n'a même pas terminé la course, dégoûtée après s'être rendu compte trop tard de son erreur. Profitant de cette bévue, c'est la Kenyane Liliane Rangeruik qui s'est imposée devant la Néerlandaise Suzanne Krumis et l'Américaine Cathy McKay. Ainsi prend fin le tour de la toile ce jour. À bientôt. Merci à vous, Marcella Rossi. Demain, on va refaire le tour, n'est-ce pas? La météo avant de partir. Oui, ça a eu lieu, le deuxième numéro du grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. Grâce à vous, chers téléspectateurs. Merci d'y avoir été. On se retrouve demain 19h pour un autre grand rendez-vous. Bonne soirée.